Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir virtuellement, mais non moins chaleureusement pour ce webinaire de bilan du Forum politique de haut niveau qui s'est tenu à New York jusqu'à avant-hier et la semaine dernière. Le comité 21 était présent. Nous accueillons Jean Quechelin de Castelnau-le-Lay qui était également présent dans la délégation française. Ce webinaire, en fait, a vocation à décrypter en fait ce qui s'est passé à New York au sein de ce forum politique de haut niveau, événement qui se tient chaque année, mais qui revêtait une teinte particulière cette année puisque la France présentait sa revue nationale volontaire. Donc, ce sera l'objet de notre séance d'aujourd'hui et Laurine Coufignal vous reviendra un peu en détail sur cet événement particulier. Je voulais vous dire que le comité 21 a suivi et continuera à suivre le sujet de l'agenda 2030. Ça s'inscrit dans un projet que le comité 21 a monté et mené pendant 5 années, qui nous a amené à sillonner la France et à essayer de travailler sur la territorialisation des objectifs de développement durable. On a toute une série de programmes sur lesquels on reviendra un peu en détail tout à l'heure. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et peut-être laisser la parole à Bettina Laville, que tout le monde connaît, donc présidente d'honneur et fondatrice du Comité 21, pour nous dire un mot sur ce qui s'est joué, les enjeux de ce forum, cette version 2023 du forum politique de haut niveau. Bettina, à toi la parole. Merci Frédéric, bonjour à tous. Effectivement, c'était un moment important, un forum politique, un HPLF, comme on dit, important pour deux raisons. La première, c'était celui de la mi-temps, si j'ose dire, puisque nous sommes à la moitié du temps de réalisation des objectifs de développement durable. La seconde, c'est qu'il donnait un petit peu l'atmosphère avant le sommet de New York sur les ODD, et je dirais qu'il se tenait après un événement qui d'ailleurs ne fait pas partie des sessions de l'ONU, mais qui avait été engagé à la fois par le président de la République française et par la présidente de la Barbade, Madame Motley, qui est un forum financier. Et on sait bien que le problème financier, évidemment, est non pas le nerf de la guerre, mais le nerf de la paix, en l'occurrence de tout ce que nous connaissons en matière de développement. Alors, c'est un forum qui se présentait sous des auspices d'inquiétude et, je dirais, un peu négatives, puisque nous sommes à peu près en retard, Laurine nous le dira, au niveau mondial, sauf un ou deux et encore sur les ODD. Et en fait, il y a eu un rapport de l'ONU qui a présenté un petit peu la situation et qui a dit qu'avec les 4 phénomènes extrêmement importants qui s'étaient passés pendant le début des ODD, la première partie de période de réalisation des ODD, à savoir évidemment la pandémie et avant tout, donc autrement dit, la mise à l'arrêt du monde pendant un moment. Deuxièmement, évidemment, la guerre d'Ukraine et ses conséquences. Troisièmement, les autres guerres qu'il ne faut pas oublier. Quatrièmement, une crise financière et une crise alimentaire qui d'ailleurs est en train de reprendre en ce moment avec la fermeture de la mer Noire. Et puis, bien entendu, la crise climatique et la crise de biodiversité qui s'aggravent. Donc, le fameux terme de multicrise s'applique complètement à notre époque. Et je vais juste vous lire très vite le constat que fait le rapport de l'ONU avant la publication avant la tenue de cette séance. Il disait nous avons découvert la vulnérabilité, la fragilité du progrès, les
l'inégalité croissante, les effets à long terme des événements indésirables, les problèmes endémiques concernant le changement climatique, le risque d'ignorer les interdépendances, la répartition géographique parfaitement inégale et parfaitement surprenante des atouts, en fait, il parle des atouts là, pour parvenir au développement durable. Et il disait quelque chose qui me paraît très important, je cite, les réponses tièdes ne suffiront pas, il faut un plan de sauvetage des objectifs de développement durable. Ça faisait écho aux propos personnels de M. Gutiérrez, qui à chaque fois dit, lorsqu'il parle des ODD depuis 6 mois, que nous sommes dans une situation catastrophique, qu'il va falloir redresser et tout. Alors, je pense que ce vocabulaire d'inquiétude était salutaire avant les ODD pour qu'il y ait vraiment, je veux dire, un redressement. La seconde chose que je voulais dire en introduction, c'est que ce sommet, enfin cette réunion qui se trouve en milieu d'année, est extrêmement importante aussi pour 2 autres raisons que je n'ai pas citées. C'est qu'à la fin de l'année, nous allons avoir à la COP28 le bilan des émissions. Et ce bilan des émissions, on sait parfaitement, il ne va pas du tout être positif. Et donc, que le 5e problème dont j'ai parlé, qui est un problème en fait qui dure depuis 30 ans, c'est-à-dire la montée des émissions, risque d'aggraver l'ensemble des 4 problèmes dont j'ai parlé, en particulier les pandémies, puisque le réchauffement les favorise, en particulier évidemment les inégalités, en particulier les crises et en particulier les multicrises. Alors, ce qu'il faut retenir, ça je ne le dirai pas, nos invités vont le dire. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'ONU, et je pense que c'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir pour le comité 21, à quel point l'ONU parle comme symptôme des crises, des interdépendances, et à quel point l'ONU, quand j'ai lu les différents papiers de presse, parle également de coopération, ce fameux ODD 17 qui vraiment est au cœur des ODD, et vous savez que c'est le seul ODD où il y a un reporting annuel. Voilà, nous vous écoutons avec intérêt pour voir ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, ce webinaire il a pour objectif de dresser un bilan à chaud du forum qui s'est déroulé du 10 au 19 juillet à New York. Donc, le thème de cette année, c'était l'accélération de la relance après la Covid-19 et la pleine mise en œuvre à tous les niveaux du programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc, comme le disait Bettina Laville, effectivement, comment, face au contexte de crise, cet agenda reste une boussole finalement pour la communauté internationale. Donc, la présentation rapide que je vais vous faire des échanges qu'il y a eu lors de ces 10 jours en fait, de forum ne vise pas à être un retour exhaustif, bien évidemment, mais de faire plutôt un focus sur quelques temps forts et éléments qui nous semblent clés à retenir du forum. Je voulais juste préciser en préambule que l'ONU réalise bien évidemment des synthèses quotidiennes des échanges qui sont accessibles sur leur site et accessibles d'ailleurs en français. Et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, via le Commissariat général au développement durable, a tenu également un journal de bord quotidien qui présente l'ensemble qui présente là aussi une synthèse des échanges, des temps forts, et puis fait un focus notamment sur les contributions de la France lors du forum. Donc, je vous invite vivement à aller regarder les éléments qui sont publiés sur le site Agenda 2030 du ministère. Donc, comme on le disait, le comité 21 a eu l'opportunité de participer au forum en tant que membre de la délégation française, et notamment sur la fin du segment technique et le segment ministériel qui a eu lieu cette semaine. Donc, peut-être préciser que le forum il est effectivement organisé en 2 temps.
un premier temps donc, dit technique qui est la première partie dédiée à l'analyse des ODD. Et chaque année, il y a 5 ODD qui sont mis à l'honneur. Et un deuxième temps, donc là, qui donne plutôt lieu aux revues nationales volontaires, à l'examen volontaire des États. Et c'est donc ce qui est qualifié de segment ministériel qui donne aussi lieu à la prise de parole politique. Et c'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours du forum. Donc, je vais vous faire un retour effectivement de ce qui a pu se dire sur les 5 ODD qui étaient analysés cette année, et puis sur quelques moments forts du segment politique, et notamment le discours d'Antonio Guterres qui a ouvert le segment ministériel, et puis la Revue nationale française qui s'est présentée cette année pour la 2e fois, la première ayant été présentée en 2016. Donc, les 5 ODD qui étaient présentés cette année, ou mis à l'honneur plutôt, cette année au forum, c'était l'ODD 6 sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'ODD 7 sur l'énergie propre à un coût abordable, l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables, et puis, comme toujours, et ça c'est important à avoir en tête, l'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs, qui est donc cette ODD de moyens de mise en œuvre de l'ensemble des autres ODD, qui place la coopération comme un élément central et qui est toujours, comme le disait là aussi Bettina Laville, qui fait l'objet chaque année d'un reporting lors du Forum politique de haut niveau. Donc justement, peut-être pour commencer sur cette ODD 17, ce qui est à retenir, c'est que l'aide publique au développement a augmenté. Ça, c'est un constat qui a été fait, notamment du fait de la crise qui a amené à mettre des moyens supplémentaires en matière d'aide publique au développement. Néanmoins, il faut noter qu'elle reste insuffisante, en tout cas en deçà des objectifs. Et à ce titre, un point qui a été évoqué, c'est la possible mobilisation du secteur privé pour la réalisation de l'agenda 2030. Sujet qui a été largement débattu puisqu'il ne fait pas forcément consensus, mais en tout cas, voilà, c'est une des pistes qui a été évoquée pour la réalisation de l'ODD 17, la mobilisation du secteur privé. Concernant l'ODD 6, là aussi, des progrès ont été réalisés entre 2015 et 2022. Néanmoins, il y a encore 2,2 milliards de personnes qui sont sans accès à des services d'approvisionnement en eau potable gérés de façon sûre, et 3,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement. Donc ça, c'est le constat qui a été établi lors de la session dédiée à l'ODD 6. Cette difficulté, elle a été pointée comme un élément très important parce que l'ODD 6, donc cette question de l'eau potable et de l'assainissement, elle est au cœur d'enjeux multiples d'alimentation, de pauvreté, d'égalité hommes-femmes. Et donc, l'intérêt et l'enjeu d'œuvrer en faveur de l'ODD 6, c'est vraiment a été souligné comme un enjeu très important et que finalement, c'est à la fois un atout et une faiblesse de cette ODD que d'être aussi transversale et interreliée aux autres. D'où le fait notamment, et c'est un point qui a été évoqué lors de la session, d'imaginer, de proposer des solutions concrètes pour atteindre des objectifs. Le sujet de la gouvernance a par exemple été évoqué avec les enjeux de la coopération transfrontalière par exemple pour la mise en œuvre de cette ODD 6 et la réalisation des objectifs. Donc, à chaque fois, je vais vous donner 2-3 éléments un peu saillants sur chacun de ces ODD. Bien évidemment, je le redis, les échanges ont été beaucoup plus riches et nourris. À la fois, ce sont des discussions longues et complexes. Donc, voilà, c'est un résumé très succinct, mais je vous invite à regarder les éléments plus complets, bien évidemment, en complément. Donc, concernant l'ODD 7, le point qui a été souligné, c'est les grandes inégalités qui demeurent dans l'accès à l'électricité. Donc, effectivement, la promotion des énergies renouvelables est au cœur de cet objectif. Néanmoins, une des priorités, c'est aussi de réussir finalement à donner un accès équitable à l'électricité partout et pour tous. Et donc, finalement, l'investissement dans le renouvelable, notamment dans les pays en développement, a été pointé comme une des priorités et un des enjeux clés concernant l'ODD 7.
concernant l'ODD 9, donc qui est sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures. L'impact de la pandémie et de l'inflation, et notamment par rapport à la production manufacturière, a été largement souligné. Ce qui a été aussi évoqué par rapport à cette ODD spécifiquement, c'est le rôle de la science et des nouvelles technologies. Ça fait aussi le lien finalement avec l'ODD précédent dont je vous parlais, avec cet enjeu de réduire fortement la fracture numérique qui est aujourd'hui toujours très importante. Peut-être souligner que par rapport à cet objectif, ce qui a été particulièrement souligné là par la France, c'est le rôle majeur de la formation et de la formation tout au long de la vie, comme un élément, un levier d'action majeur et important pour la mise en œuvre et la réalisation des objectifs liés à cette ODD 9. Enfin, donc, le dernier ODD qui était à l'ordre du jour du forum, c'est l'ODD 11, donc comme je disais, sur ville et communauté durable. Donc cette ODD 11, la session elle a été ouverte autour du constat que 55% de la population mondiale vit dans des villes et que cette proportion elle devrait grimper à 65% en 2050. Donc l'enjeu de la durabilité de ces territoires est absolument majeur et que nos efforts doivent s'articuler autour des questions d'accès au logement, et donc du logement, d'accès au transport public de qualité et propre. Et puis, et là, ça a été plutôt souligné d'ailleurs dans les interventions à l'issue de la session des différents de groupes en fait, présents lors du forum, de bien prendre en compte les problématiques de discrimination dans l'aménagement et l'organisation des villes, en fait, y compris dans leur vécu. Donc, sur ce point, ce qui a été souligné, c'est la nécessité, bien sûr, de donner du pouvoir aux collectivités, de l'enjeu du leadership politique par rapport à la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'échelon local, et le rôle là aussi du financement et de la capacité à investir, notamment face aux enjeux de résilience qui sont forts dans la mise en œuvre de cet objectif ville et communauté durable. Donc voilà très rapidement sur les éléments qu'on peut retenir concernant ces 5 sessions dédiées aux ODD. Là aussi, peut-être un point d'ailleurs qu'on peut retenir globalement sur le forum, c'est que nous ne sommes pas au rendez-vous des objectifs. Néanmoins, il y a un certain nombre d'objectifs, des progrès qui ont été réalisés, bien en deçà de ce qu'il faudrait, mais ils ont été réalisés, et que finalement, il y a besoin d'un sursaut à mi-parcours, mais qu'il est encore possible d'infléchir la trajectoire et que pour cela, il faut se donner les moyens. Et donc, je retiendrai peut-être 2 points majeurs par rapport à ces sessions thématiques. Le premier, c'est l'enjeu de la territorialisation des enjeux et des réponses à y apporter au travers de solutions très concrètes et donc territorialisées. Et le deuxième point, qui est aussi un point évoqué donc, par Bettina Laville, y compris dans le contexte du pacte pour le financement, c'est le sujet effectivement des moyens financiers alloués aux objectifs, et notamment de la nécessité de faire évoluer les dispositifs existants à l'échelon international. Le dernier point que je retiendrai et qui a été un point important de l'ensemble des sessions, c'est le rôle de l'ensemble des acteurs et particulièrement de la société civile dans la réalisation des ODD. Et donc, que ce soit à la fois les associations, les acteurs non étatiques, les collectivités territoriales, bien entendu, et cela fait le lien avec le point que j'évoquais en synthèse, le premier point en synthèse que j'évoquais, qui est celui de la territorialisation.
Donc voilà, très brièvement et de façon synthétique, ce que l'on peut retenir donc des sessions thématiques. Je vais donc dans un deuxième temps maintenant vous présenter ce qui a pu être évoqué dans le cadre plutôt du segment ministériel, donc, qui s'est ouvert lundi. Donc, il s'est ouvert par un moment fort qui est le discours d'Antonio Guterres qui a rappelé finalement la promesse de paix, de prospérité et de dignité qui était au cœur de l'agenda 2030, mais qui était aujourd'hui mise en péril, cette promesse, par notamment le contexte de crise que connaît le monde depuis quelques mois et quelques années, et que finalement le bilan il est sombre à mi-parcours. Et je citerai un point qu'il a évoqué dans le cadre de son discours et qui me semble assez frappant et illustrant ce bilan sombre à mi-parcours, c'est celui que la faim a atteint à nouveau les niveaux de 2005 aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête dans le contexte qui est celui de la crise alimentaire et plus globalement à mi-parcours de l'agenda 2030. Donc, il a souligné le fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a un manque d'ambition et de financement certainement qui freine la réalisation des objectifs. Mais il a appelé à renforcer la mobilisation pour obtenir des résultats concrets. Donc, c'est effectivement faire ce constat qu'à mi-parcours, nous ne sommes pas au rendez-vous des objectifs et dans la trajectoire pour les réaliser. Néanmoins, il y a encore la possibilité de se mobiliser pour obtenir des résultats concrets au travers de solutions, là aussi très concrètes. Il a confirmé la nécessité de réinventer, de revoir l'architecture financière internationale. Il a confirmé l'enjeu même d'une réforme. Il a appelé un nouveau Bretton Woods. Donc voilà, ce point saillant du financement souligné dans le cadre de son discours avec la nécessité, la volonté d'une réforme. L'objectif du forum politique de haut niveau, c'est aussi de promouvoir des échanges entre bien sûr les États et de mesurer les états d'avancement de l'ensemble des États et des pays. Et ce qui est un point qui a été là aussi souligné par Antonio Guterres, c'est le besoin d'une aide immédiate pour les pays émergents et en développement. Il a parlé donc du plan de relance des objectifs de 500 milliards de dollars par an pour investir finalement dans le développement durable et l'action climatique à destination de ces pays. Donc voilà, un enjeu aussi que ça soit bien une démarche, une volonté collective d'avancer et de mettre en œuvre, d'avancer en faveur de l'agenda 2030 et de mettre en œuvre des actions, des solutions concrètes partout pour réaliser les objectifs. Donc, je voulais aussi peut-être citer une dernière phrase qui était aussi une phrase d'optimisme de son discours, donc face au constat parfois accablant dont je vous parlais précédemment. Donc, là, je le cite, une vérité primordiale s'impose à moi, le changement est possible, une régression n'est pas une fatalité. Donc, cette volonté aussi d'ouvrir ce segment ministériel de ce forum à mi-parcours qui est quelques mois avant le sommet des ODD, de l'ouvrir aussi sur une note d'optimisme et en tout cas un appel à un sursaut et à une reprise en considération des ODD de l'agenda 2030, en tout cas à remettre ces éléments, ces objectifs-là au cœur de nos objectifs et de nos enjeux communs. Donc voilà pour l'ouverture du segment ministériel qui a donné lieu à d'autres prises de parole dont je ne vais pas faire une synthèse ici, mais c'est ce discours donc fort qui a permis d'engager les discussions politiques. Donc comme je vous le disais,
Il y a aussi donc, différentes allocutions dans le cadre de ce segment ministériel. Donc, ça a été l'occasion que la France prenne la parole avec donc une allocution de Bérengère Couillard en tant que secrétaire d'État à l'écologie, qui a souligné la possibilité encore de réaliser nos engagements et que l'agenda 2030 devait rester finalement notre boussole commune. Et elle a également parlé du besoin de proposer de façon urgente des solutions concrètes. Elle a évoqué la contribution et l'engagement de la France à l'international, là aussi en montrant en quoi l'agenda de Paris pour le financement avait joué un rôle clé dans cette contribution à l'action internationale. Donc, le segment ministériel, c'est aussi l'occasion de réaliser des examens volontaires pour les États, donc des revues nationales volontaires, c'est-à-dire des exercices finalement de reporting sur la réalisation des objectifs de développement durable à l'échelon national. Donc, cette année, il y a 38 pays qui ont présenté leur RNV, dont la France. Donc, c'est la deuxième fois que la France réalisait cet exercice, la dernière ayant été publiée en 2016. Il faut aussi noter que cette année, l'Union européenne a présenté en examen volontaire, donc on ne peut pas parler de revue nationale volontaire dans cet exercice-là. C'était la première fois en fait que l'Union européenne réalisait cet exercice. Donc, ce que je note de ces deux revues volontaires, c'est que ce soit la France ou l'Union européenne, les représentants qui ont présenté ces travaux ont réitéré l'engagement en faveur de l'agenda 2030. Et je vais vous donner quelques éléments là aussi en synthèse qui ont été présentés dans le cadre de chacun de ces exercices. Donc, la revue nationale volontaire de la France, elle a été présentée par l'ambassadeur et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière. Donc, elle a permis de présenter quelques résultats qui ont été quelques résultats en fait de contribution aux objectifs de développement durable. Peut-être juste souligner que bien sûr, cette rapport, cette RNV, elle est accessible et disponible sur le site de l'agenda 2030. Elle présente notamment un retour statistique de l'ensemble des indicateurs qui sont suivis pour la réalisation de l'agenda 2030 au niveau national. Et elle présente aussi par axe de la feuille de route française, donc, qui a défini 6 priorités où en sont finalement les réalisations. Donc la France a présenté dans le cadre de sa RNV quelques résultats, notamment en matière d'égalité ou encore sur la santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a mis en perspective finalement ces résultats avec les différents plans et stratégies nationales qui y contribuent, et notamment le plan France Nation Verte. Et puis, elle a, dans le cadre de cet exercice de présentation de la RNV, véritablement présenté le rôle de boussole que l'agenda 2030 joue dans l'action internationale, et en soulignant que 2022 était une année record finalement, en matière d'aide au développement allouée par la France. Donc voilà, c'est vraiment cet exercice de RNV, il permet à la fois d'établir un état des lieux de la contribution française aux ODD, de montrer comment ça se décline concrètement au travers de différentes stratégies, plans d'action nationaux, mais aussi de montrer ce rôle dans la coopération, notamment internationale, que joue l'agenda 2030 et comment ça se concrétise au niveau français. Donc, je le disais, l'Union européenne a également présenté son examen volontaire, on peut pas parler de revue nationale volontaire, donc qui a été l'exercice inédit et fastidieux. Donc, effectivement, c'est un exercice qui est complexe à l'échelon de différents États. Ce qui a été souligné, c'est que les ODD sont transposés petit à petit dans le semestre européen et que nous progressons, donc au niveau de l'échelon de l'Union européenne,
toujours vers la plupart des objectifs de développement durable, et notamment la lutte contre la pauvreté, etc. Néanmoins, et là aussi ça a été souligné par la prise de parole de l'Union européenne, il faut progresser davantage, et notamment sur les objectifs climatiques. Donc ça a été un point saillant de la présentation de l'examen volontaire de la France. Dire que ce qui a été aussi souligné, c'est que, et là je le cite, le principal ennemi par rapport à la réalisation des objectifs, c'est la croissance des inégalités qui finalement a un impact sur tous les efforts que l'on peut produire par ailleurs. Et donc, c'était vraiment un sujet majeur sur lequel concentrer aussi nos efforts. L'Union européenne qui a souligné aussi le besoin d'un nouveau pacte, d'un nouveau partenariat international, dans le cadre de l'examen volontaire de sa contribution à l'agenda 2030. Donc voilà sur les exercices officiels qui ont eu lieu lors de la session ministérielle. Bien sûr, il y a donc eu plus d'une trentaine de revues nationales volontaires qui ont été présentées par différents pays. Je ne reviendrai pas sur l'intégralité de ces échanges. Peut-être là aussi juste souligner que sur le site de l'ONU sont accessibles ces travaux d'examen volontaire qui sont publiés par les États. Donc pour conclure ma présentation donc de ce qui s'est passé lors du FPHN, je voulais revenir aussi sur des événements qui ont lieu en parallèle tout au long du forum, donc, qui sont animés par la société civile ou bien des organisations, enfin des États. Tout au long, chaque jour, il y a tout un panel d'échanges possibles à suivre qui sont portés par des acteurs nombreux. À noter que cette année, il y a eu différents événements sur le sujet de la résilience qui ont permis aussi de présenter des exemples très intéressants d'actions qui sont menées localement dans différents pays par rapport à ce besoin de résilience, et notamment des villes. Je vais juste préciser que dans les side events, c'est vraiment le témoignage en fait, qui est au cœur des échanges, et donc ça donne lieu à la présentation d'actions menées par à la fois là aussi des institutions ou des ONG ou différents types d'acteurs. Donc, ce que je note en premier, donc, de nombreux événements autour du sujet de la résilience, et encore une voix aussi forte de la jeunesse qui a organisé des événements parallèles. Donc j'ai par exemple pu participer à un événement qui était organisé par des groupes de jeunesse et qui avait pour objectif aussi de montrer, de souligner, d'interpeller sur le rôle que les jeunes peuvent jouer, doivent jouer, ont envie de jouer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc voilà, là aussi, je ne ferai pas un retour sur l'ensemble des événements, mais à noter cette grosse mobilisation en parallèle de la dimension très officielle du segment technique, du segment ministériel, de nombreux acteurs dans le cadre de l'organisation d'événements dédiés. Donc, la France a également organisé donc, un side event. C'est les ministères de l'Europe des Affaires étrangères, de la transition écologique et puis la représentation permanente de la France à l'ONU. Ce side event, il avait notamment pour objectif de témoigner de la mobilisation multi-acteurs dans la réalisation des objectifs de développement durable et des ODD. Et donc, il était organisé autour de l'approche collaborative et du rôle de l'approche collaborative dans le cadre de l'agenda 2030. Donc, cet événement, il a donné lieu à l'intervention notamment d'une ministre canadienne, Karina Gould, qui a présenté le processus consultatif mis en place pour réaliser leur revue nationale volontaire.
Il a également, cet événement, permis la prise de parole de différents acteurs internationaux, notamment le maire de Braga, mais aussi le Global Compact américain. Mais sur cet événement parallèle organisé par la France, il a aussi donné la parole à des porteurs de projets français. Donc, ces porteurs de projets qui ont été sélectionnés par la commission 2030 à laquelle le comité 21 a participé, qui a donné lieu aussi à qui ont été sélectionnés dans le cadre de la conférence contributive qui a eu lieu fin mai, organisée par Open Diplomacy. Donc, ces porteurs de projets, donc, ils étaient 5, qui venaient finalement illustrer comment des solutions très concrètes sont mises en œuvre par des acteurs au niveau français, là, en illustrant finalement comment on peut répondre on peut contribuer à chacun des ODD, finalement chacun apportant une réponse, en tout cas apportant une contribution à la réalisation des ODD mis à l'honneur dans le cadre du forum cette année. Bon, je vais citer ces 3 projets et vous pourrez retrouver la représentation sur le site, dans le journal de bord du ministère, sur le site Agenda 2030, et puis dans le rapport qui a été produit par la commission 2030. Donc, il y avait un projet Farm Tree qui produit des solutions industrielles pour réintégrer les plantes sur le territoire. Il y avait un projet présenté par Acted et Convergence sur les maisons 3.0, donc pour zéro exclusion, zéro pauvreté et zéro carbone. Le projet Territoire zéro chômeur présenté par ATD Quart Monde, et un projet porté par Calidial, donc un acteur de la santé, pour économiser de l'eau dans les activités de dialyse. Et puis un projet présenté par la ville de Castelnau-le-Lez, dont Monsieur Jean Koechlin, qui est présent aujourd'hui, est adjoint au maire, et qu'il va donc lui-même présenter. Il va également nous donner son retour sur le forum politique de haut niveau. Et donc, je vais maintenant lui laisser la parole, après avoir longtemps parlé, pour nous faire part de ses retours par rapport à cet événement international. Et je le remercie vivement, d'autant plus qu'il est toujours sur le continent américain, et donc que c'est la nuit pour lui. Jean, je vous laisse la parole. Bonjour, merci de me laisser m'adresser à vous tous. Merci pour toute cette introduction qui donne pas mal de choses. Avant, je voudrais peut-être dire pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, le forum politique de haut niveau. En fait, les mots sont assez clés, c'est-à-dire que c'est un forum politique, c'est-à-dire c'est politique, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est les représentants des États, c'est des délégations essentiellement qui parlent dans la salle de conférence plénière, en fait, hein, et dans les autres salles de conférence. Donc, voilà, faut bien retenir ça. Donc, le discours est toujours assez diplomatique. Ensuite, c'est quand même technique, donc il y a un mélange des deux, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments. Et ensuite, il y a les deux côtés, ces deux côtés-là qui se mélangent en fait. Et donc ce que disait Laurine, c'est que en fait la première semaine, c'est surtout des éléments techniques avec des ateliers parallèles. Où là, il y a beaucoup de choses différentes qui sont dites. Donc, j'ai pu assister à un certain nombre puisque j'étais là la première semaine. Et voilà. La deuxième chose, c'est que après, il y a le segment dit ministériel, mais il y a que des ateliers parallèles continus. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. Et en fait, ça débouche sur des éléments qui sont repris par le sommet des chefs d'État en septembre. En fait, si on veut faire l'analogie avec ce qui se passe, par exemple, à l'Union européenne, c'est un peu des réunions qu'on voit, dont on n'entend pas parler, mais qui sont présentes au niveau par exemple, du comité des ambassadeurs ou des comités techniques de l'Union européenne qui discutent avant
les grands rassemblements, les rassemblements des chefs d'État où il y a des décisions qui sont prises. Ce qui est un peu particulier, moi j'ai trouvé, c'est dans les prises de parole, donc c'est très très bien organisé, puisqu'en fait les prises de parole sont limitées dans le temps pour chaque intervention de chaque personne à tous les niveaux. Donc on a des interventions de 3 minutes, on a des interventions de 5 minutes et des interventions de peut-être parfois moins 1 minute ou 2 minutes. C'est intéressant en plénière parce que ça évite de déborder du calendrier et de la dynamique. Par contre, j'ai trouvé que dans les ateliers parallèles, souvent c'était un petit peu dommage parce qu'en fait, on avait une succession d'intervenants, une juxtaposition d'interventions intéressantes, mais en fait, il y avait assez peu de discussion entre les différents. Voilà. Parce qu'en fait, on remplit le temps des ateliers par des petites tranches de 3 minutes avec des intervenants brillants qui disent des choses intéressantes. Mais en fait, chacun donne un peu un mélange du technique et de position officielle de son pays, enfin, met en valeur des choses. Donc, on n'a pas, par rapport à par exemple, par rapport à une COP ou par rapport à d'autres forums dans lesquels il faut produire quelque chose de concret à chaque étape. En fait, on n'a pas d'échange où il faut se mettre d'accord sur quels vont être les points clés qui vont ressortir de l'atelier, comme si ces ateliers devaient ressortir, par exemple, des conclusions qui étaient cumulées, en fait. Donc, tous ces ateliers, ça fait une juxtaposition de petits discours. Voilà, ça c'est pour le processus. Ensuite, peut-être avant de venir sur mon sujet proprement dit, moi, ce que j'ai ressorti des choses, alors le fond du discours, c'est de dire qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Ça, on le savait, mais c'est bien que ça soit redit, je dirais, officiellement au plus haut niveau et un peu martelé par tous les intervenants, en soulignant, là, comme l'a dit Bettina, donc les problèmes des différentes crises, donc crise financière, crise climatique, biodiversité, etc., et le Covid. Mon impression, c'est que effectivement, ça a été surtout le Covid très, très, très marquant, mais que c'est aussi une façon pour les États de se cacher pour dire qu'ils n'ont pas pu faire les choses qu'ils auraient pu faire. Puisque dans un certain nombre d'ODD, en fait, je prends par exemple l'eau et l'assainissement, peut-être au contraire, la crise Covid aurait pu permettre de progresser puisque c'était l'environnement sanitaire était devenu un enjeu majeur. Donc voilà, mon impression, c'est que c'était facile pour les États de dire on n'a pas pu, on est très en retard, etc., mais c'est pas de notre faute. Il y a eu plein de choses extérieures. Donc, je trouve qu'il faut un peu sortir de ce discours-là. On l'a bien vu pour le numérique, par exemple, le développement des visios et du numérique, c'est fait dans tous les pays. Et en tout cas, pour les gens qui ont moins accès à une partie de ça, et en fait, le Covid a plutôt a été accélérateur. Donc, il n'y a pas de raison que pour certains ODD, il n'ait pas été accélérateur non plus. Voilà. Ensuite, sur je voulais dire un truc, ça m'a échappé. Je vais venir sur les différents ODD. Oui, oui. Moi, mon souci, en fait, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est que, par exemple, si on prend l'ODD pour la fin, où en fait, là où on était le mieux, c'était en 2019, donc avant le Covid, et que maintenant on a régressé. Peut-être c'est ça la crainte qu'on peut avoir, c'est que est-ce que finalement l'année 2019 ne sera pas la meilleure année pour les ODD si on continue sur cette lancée et si en fait on ne résout pas les crises annexes? Parce qu'en fait, les crises, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais, mais je pense que la crise climatique et la crise de biodiversité elles vont impacter donc la réalisation des ODD, mais plutôt à petit bruit. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses.
la crise financière, c'est un autre sujet. Alors ça aussi, on peut le souligner, c'est que par rapport à d'autres forums où, je dirais, les États, les États en développement sont toujours en train de dire qu'il n'y a pas assez d'argent, etc., etc. Là, on n'a pas trop entendu ce discours-là, puisqu'en fait, ça a été traité avant dans la, la réunion qu'a fait le président autour des questions financières. Franchement, j'y crois pas trop. Hein, la réforme du système financier international, c'est peut-être un peu à la marge, mais si on attend cette réforme-là pour agir, on n'arrivera jamais, quoi. Il y a déjà beaucoup d'outils. Voilà, bon, il y a une crise de la dette. Et voilà, ça, c'est des crises. La crise de la dette, bon, il y a liée au Covid, mais il y a aussi des problèmes de dette parce qu'il y a de la mauvaise gouvernance au sein des États. Je pense que tout le monde le sait. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. OK, j'essaye de ne pas être trop désordonné. Alors ensuite, sur la partie, c'est quoi les points clés en fait des ateliers? Je viendrai après sur le segment ministériel des ateliers parallèles. Donc ça a déjà été dit. Donc il y a la question du financement, mais peu présente à mon avis. Il n'y a pas eu vraiment de travail fait dessus. On a dit il faut changer le financement, il faut plus de financement, mais voilà, pour l'instant on ne sait pas comment. Ensuite, il y a eu sur les collectivités, donc je pense que c'est ça un point pour moi un peu important, c'est tout l'aspect d'avoir dit que les États ne peuvent pas agir tout seuls. Donc, c'est pas eux qui mettent en œuvre, c'est-à-dire que c'est essentiellement les collectivités et d'autres niveaux d'intervention. Quand on parle de territoire, donc je pense que on n'a pas peut-être assez parlé du niveau associatif, puisqu'il y a souvent finalement des associations, on l'a vu dans ce que présente la France, qui ont des actions locales. Et je pense que voilà, ce thème-là a émergé, puisque les États finalement se révèlent en partie impuissants, puisqu'ils n'ont pas réussi à tenir la trajectoire. Ça, c'est le point. Ensuite, l'autre point, à mon avis, essentiel, c'est comment on raccorde ces ODD avec les accords de Paris, qui fixent aussi un certain nombre d'objectifs, en fait. Et là-dessus, il y a eu des documents intéressants qui ont été montrés. Il y a eu un atelier, une journée entière, le dimanche, donc, avec les gens plutôt du climat qui étaient présents. Ce n'était pas tout à fait la même communauté. Donc de l'IPCC et puis aussi de l'UNFC, qui ont bien présenté comment faire la liaison en fait entre les objectifs de réduction des gaz, enfin à la fois adaptation et mitigation des accords de Paris par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, je pense que ça c'est un point sur lequel peut-être il faut se saisir, puisque ce qu'on voit dans la vie de tous les jours des gens, c'est que le changement climatique, il est présent. Et en fait, il faut montrer comment, je trouve que d'un point de vue de l'action locale, montrer comment les ODD peuvent permettre de façon globale de lutter contre le changement climatique et ses conséquences, plutôt côté adaptation. Donc ça, c'est un point au niveau aussi bien associatif que collectivité locale qu'on a besoin de creuser. Sinon, les ODD risquent d'être mis en seconde ligne, en fait, par rapport au changement climatique. Voilà. Ensuite, peut-être vous pouvez retrouver les liens sur le site de l'IPCC. Je crois que c'est eux qui ont fait un bon rapport, ou de l'UNFCC sur la correspondance entre les deux types d'engagement. Voilà. Ensuite, sur les sessions officielles, donc les revues nationales.
Donc, dans la dynamique, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça oblige les pays à se présenter en fait et à essayer de tirer le meilleur de ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que c'est un exercice interne très intéressant. Ça vaut le coup, quand on s'intéresse à un pays, de finalement regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle stratégie ils ont mis en place. Les limites de l'exercice, c'est que c'est des revues volontaires, donc en fait, il y a des pays qui ne le font pas, mais je pense que tous les pays vont finir par le faire, donc c'est-à-dire que le processus engagé en 2015, finalement, il est positif. La deuxième chose qui me paraît plus critique, c'est qu'en fait, les pays ils choisissent, ils piochent en fait dans les indicateurs mondiaux ceux qui les mettent en valeur. Je pense que là, la communauté internationale au niveau des Nations Unies devrait donner des indicateurs sur lesquels on soit obligé de qu'on suive en fait annuellement pour montrer les éléments, je dirais, moi j'appelle ça de la bonne gouvernance, puisqu'en fait, pour moi, l'essentiel de la réalisation des ODD, c'est de la gouvernance des États, en fait. Et et que en fait ces mêmes indicateurs ils puissent se décliner au niveau des actions locales hein, en France ou ailleurs. Euh, sur qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur les revues nationales, donc revues, je vais commencer par celle de l'Union européenne. La revue nationale, donc c'est pas une revue puisqu'en fait c'est pas un État en tant que tel, donc c'est un examen. Donc c'était assez intéressant. Bon, ça a montré aussi la complexité hein, des outils de représentation démocratique de l'Union européenne, puisqu'il y a à la fois le Conseil, la Commission, le Comité des régions, le Parlement, représentant du Parlement. La présidence, enfin bref, le conseil. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué, je pense, à suivre pour les autres pays, parce qu'on ne sait pas qui intervient pourquoi. On a eu, ce qui était intéressant, c'était d'avoir la commissaire au développement économique qui était présente. Donc c'était pas, ça aurait pu être la commissaire à l'environnement ou la commissaire à l'action extérieure. Donc, c'était plutôt intéressant que ce soit cette personne-là, puisque je pense que son poids politique au sein de l'Union européenne est plus important. Voilà. Et l'introduction était faite par l'ambassadeur de l'Union européenne, donc qui dépend à la fois du Conseil et de la Commission. Donc, ça montre quand même, voilà, l'engagement politique, en tout cas, était fort, avec le fait que, en fait, de la même façon que souvent, c'est pas les États qui mettent en œuvre les ODD, mais en fait, là, c'est pas l'Union européenne qui met en œuvre les ODD. Et donc, ils ont pas mal parlé de leurs engagements internationaux. Qu'est-ce qu'ils font en direction de l'extérieur. Et c'était intéressant il y a un point intéressant qui a été soulevé, c'était puisque l'Union européenne est la première puissance commerciale en termes d'échange, hein, dans ce qu'on achète et ce qu'on vend. Et c'est peut-être le point intéressant, c'est de voir comment les échanges extérieurs étaient impactants en fait sur l'ensemble du monde. Donc à la fois donc sur la partie changement climatique, ça on le sait puisqu'on a une grosse importation de gaz à effet de serre. Enfin, on fait produire ailleurs des gaz à effet de serre dans nos émissions. Et donc il y a une question, je ne sais plus quel pays, qui justement soulevait je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Cette question du rapport entre, parce qu'il va y avoir la taxe aux frontières sur un certain nombre de produits, donc qui fait partie du plan vert européen. Et donc, je n'ai pas exactement les bons termes là. Et en fait, le rapport entre, voilà, comment ça va se passer dans le schéma des échanges internationaux qui vont venir. Je pense que ça, c'est un point décisif. Et à la fois, quelles actions on pouvait avoir, par exemple, quelles actions l'Union européenne pouvait avoir sur
au niveau des plus petits producteurs pour que, en fait, une partie de la valeur ajoutée revienne donc à ceux qui sont en situation le plus difficile. Donc, la commissaire a cité l'exemple du cacao, donc je trouve que c'était assez intéressant d'entrer dans le détail. Donc, je pense que ça, c'est un point clé qui n'est pas abordé finalement par les grands États. C'est comment leur pratique commerciale ou d'investissement dans les autres pays impacte sur les ODD. Le seul point à l'international qui est touché, c'est de savoir combien on donne, etc., etc. On est toujours les meilleurs au niveau de l'aide, mais en fait, c'est pas ça qui joue le plus. Voilà. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Je continue. Vous voulez, je sais pas, on fait comment on fait vous voulez, il y a une étape de questions ou comment On prendra des questions à la fin, Jean, je te D'accord. laisse. Ok, je continue. Alors sinon, pour en revenir à mon sujet proprement dit, donc ça c'était moi j'étais sur l'ODD 7, puisqu'en fait on a fait un projet dans ma commune, donc c'est une commune de 25 000 habitants qui est dans la métropole de Montpellier. Et donc, notre projet qui est un peu basique a priori, on a fait des ombrières photovoltaïques sur un parking, hein, donc voilà, mais à une échelle un peu plus grande que ce qui se fait d'habitude, puisqu'on a 2500 mètres carrés d'ombrières. Et ça produit 660 mégawattheures dans l'année. Et en fait, là, voilà, donc dans les originalités de ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la réglementation là, sur l'autoconsommation collective. Pour ceux qui sont un peu dans cette question-là, ils voient ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser l'électricité produite à un point donné du territoire et la réinjecter dans d'autres lieux, dans d'autres bâtiments du même territoire sur un périmètre assez court, hein, ça fait 2 kilomètres. Ça veut dire que en fait, cette centrale, elle va alimenter toutes nos écoles et tous nos bâtiments publics. Et ça va représenter un tiers de notre consommation totale d'électricité de notre commune. Et donc, voilà. Et on a négocié donc, le contrat, parce qu'en fait, c'est pas nous directement, on a un opérateur qui va gérer les ombrières. On a négocié le contrat de rachat de cette électricité pour les 30 prochaines années. Et donc, pour un tiers des consommations d'électricité de notre commune, on va stabiliser notre facture. Alors que le prix va monter un peu même, je pense, d'après l'indicateur qu'on a choisi, ça sera même un peu inférieur à l'inflation. Donc ça, voilà, ça fait un gros élément. Bon, déjà, réduction évidemment des gaz à effet de serre et puis gros effet budgétaire donc sur la commune, qui permet de faire autre chose avec l'argent, théoriquement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point intéressant de ce projet, c'est qu'en fait, on a choisi comme opérateur l'office de HLM, qui avait une compétence énergie, puisqu'il a quelques petits réseaux de chaleur hein, dans certaines réalisations de HLM. Mais ça, on peut la changer, hein, c'est-à-dire que c'est juste un vote au niveau de l'office d'HLM pour avoir la compétence énergie. Et donc, en fait, c'est la partie, donc l'électricité, en fait, elle va se diviser en 3 parties. Il y a celle qu'on rachète, nous, commune. Il y a celle qui sera revendue, donc le surplus qui est revendu à EDF sur le tarif réglementaire, puisqu'on est juste en dessous du seuil. Et la troisième partie, en fait, les HLM peuvent l'utiliser comme ils veulent. Donc, je sais que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment pris de décision, mais donc ça leur fait de l'électricité très peu chère, en fait. Donc, soit ça peut servir pour les charges, les consommations collectives des bâtiments ou des choses comme ça, en fait. C'est à eux de voir. Puis ça dépend aussi du périmètre des bâtiments par rapport à la centrale. Ça, c'était le deuxième point intéressant du projet.
Et le troisième point ou quatrième, je ne sais plus, intéressant du projet, il y en a beaucoup, c'est un projet très, très intéressant, c'est qu'on a fait appel à un financement participatif des habitants de la ville et de façon un peu plus large pour lancer le projet. Puisqu'en fait, ça se fait en fait, pour avoir c'est un projet qui coûte, pour donner les ordres de grandeur, ça coûte 850 000 euros, les ombrières, plus tout l'ensemble, le transformateur, les onduleurs, etc. Ça se rentabilise sur 20 ans. Donc, en fait, voilà, la question, c'est comment on investit. C'est vraiment une question purement économique. C'est comment on investit et comment on se répartit donc les fruits de cet investissement qui est rentable, hein, puisque maintenant, le prix de l'électricité permet de rentabiliser les panneaux. Donc, on rentabilise sur les 20 premières années. Et donc, il y a voilà. Et donc, il y a une partie de l'électricité qui nous revient. Et donc, ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Et pour financer ce projet, on a fait appel à un financement participatif des citoyens, donc qui vont pouvoir mettre chacun, ceux qui veulent, de la ville, ils vont pouvoir mettre de 10 à 5 000 euros chacun pour faire l'investissement initial. Parce qu'en fait, on fait l'investissement initial. Une fois qu'on a l'investissement initial, ça permet de financer la construction. Et après, on peut aller voir une banque en leur disant, regardez, le projet est rentable. Et là, on a un taux qui est très intéressant sur les 20 années qui suivent, surtout quand c'est l'office de HLM qui le fait, parce que ça a l'air d'être un gros budget, mais en fait, par rapport à n'importe quelle construction de bâtiment, c'est pas grand-chose. Donc voilà, donc il y a un montage financier qui est à trouver, à mon avis, pour chaque type de projet. Et puis après, il y a le côté contractuel qui est très, très important, hein, parce que comme on fait un contrat sur 30 ans, en fait, et qu'il n'y aura personne, en tout cas parmi moi, j'y serai pas, autour de la table, si jamais il y a des points où à la fin du contrat, ça ne sera pas les mêmes personnes, donc il faut que le contrat il soit bien fait. Il y a un gros côté contractuel aussi qui est assez compliqué. Et voilà, c'est pourquoi, et le dernier point intéressant de ce projet, c'est qu'en fait, on peut le reproduire, je dirais, dans quasiment toutes les communes françaises, donc des milliers de fois, parce que moi, je l'ai construit comme un projet un peu pilote. On peut le reproduire des milliers de fois dans les milliers de communes françaises qui ont un petit bout de parking et sur lequel, voilà, après, il faut le dimensionner par rapport aux différents bâtiments publics qu'ils peuvent avoir. Mais voilà, donc ça, je pense que ça, c'est intéressant. Peut-être que ça peut vous intéresser. Dans votre commune, vous pouvez le faire, c'est pas compliqué. Il faut se faire appuyer, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Et donc, comment ce projet est arrivé jusqu'aux Nations Unies? Et donc, il y a eu un processus. Donc, oui, parce que alors, peut-être ça n'a pas été dit. Dans la délégation française, en fait, il y a plusieurs parties. Il y a les ministères donc, qui sont en charge du processus. Donc, il y avait les affaires étrangères et le ministère de l'Environnement. Je crois que Cédric est dans la liste des participants pour le ministère, pour le commissariat au développement durable. Voilà. Et ensuite, il y avait des institutions, des collectivités locales qui étaient présentes parce qu'elles font partie du cercle du commissariat au développement durable. Donc, il y avait plusieurs villes hein, comme Strasbourg, Évian. Il y avait des instituts de recherche comme l'IRD. Et puis, il y avait aussi d'autres institutions qui étaient présentes à leur titre propre au sein de la délégation. Et il y a un processus qui s'est mis en place, un processus un peu différent, monté donc par Open Diplomacy, qui a visé donc à sélectionner un certain nombre de projets de la société civile pour qu'ils soient intégrés dans la contribution nationale volontaire de la France. Ça, je trouve que c'est un élément intéressant de montrer justement que la réalisation des ODD se fait par des acteurs qui ne sont pas forcément juste des politiques publiques, mais aussi des acteurs, donc soit des collectivités locales, soit des associations. Je crois que ça, Laurine vous a présenté rapidement les différents éléments. Et en fait, donc il y a eu une sélection des projets
je dirais, les plus emblématiques sur chacun des ODD. Et donc, c'est pour ça que le projet que nous, on porte à Castelnau, en fait, il avait pu être présenté aux Nations Unies. Voilà, c'est lui donner un petit peu de boost. Ça va permettre de réutiliser les éléments locaux aussi pour montrer que, justement, parce que je pense que c'est important de montrer que l'action locale, elle est quand même accrochée au plus haut niveau. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, dans les projets présentés, en fait, ils sont tous super intéressants. Moi, j'ai été content d'entendre les autres projets présentés. Je ne sais pas si, Laurine, toi aussi, tu as trouvé qu'ils étaient intéressants quand même, les projets des autres participants. Ça m'a donné des idées. Donc, ça fait aussi partie de cette dynamique-là. Puisqu'en fait, ce qui se passe le plus dans le forum, c'est ce que les gens discutent dans les couloirs. Donc, on rencontre quand même pas mal d'interlocuteurs. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. S'il y a d'autres points, vous n'hésitez pas à me poser des questions parce que je n'ai pas forcément tout bien structuré. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour ton témoignage sur ce forum et la présentation donc, du projet de la ville. On a effectivement un petit temps de questions-réponses. Donc, les participants, vous avez la possibilité en fait, de lever la main afin qu'on vous donne, qu'on vous ouvre la possibilité de parler, pardon, qu'on vous ouvre donc, le micro. Donc, on a quelques temps pour prendre des questions. Rien n'a été posé, aucune question n'a été posée dans le fil de discussion. Je vérifie. Non. Si vous souhaitez intervenir, poser une question, avoir un complément d'information, c'est le moment avant que l'on conclue. Je ne vois aucune main se lever. Donc, Ah, si, on a Madame Merceau, vous pouvez parler. Allô? Guilhem, normalement, tu as la possibilité d'activer le micro. Enfin, il est activé pour toi et tu peux t'exprimer. Si ça ne marche pas, il faut qu'elle pose ses questions dans le chat. Ça y est, on vous entend. Non, ça c'est Bettina. Non, c'est moi. C'est Bettina. Guilhem, n'hésite pas à écrire dans le chat. Oui, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que des fois, on se demande à quoi ça sert en fait tout ce bruit, ce forum. Il y a beaucoup de monde. En fait, je pense que ce qui est intéressant, moi, au niveau de la collectivité, ce que je trouve intéressant, c'est après, quand j'essaie de faire des programmes ou des choses qui vont dans le sens des ODD, c'est de pouvoir montrer comment ça se raccroche, je dirais, à une dynamique mondiale, en fait. Parce que, au niveau d'une collectivité locale, dès que vous voulez faire quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'ils faisaient d'habitude, vous avez toujours des gens qui sont à fond et puis d'autres qui vous disent mais non, c'est impossible, et puis d'autres qui vous disent non, 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 c'est pas du tout ça qu'on veut. Et en fait, très basiquement, si vous leur dites oui, mais regardez, on est dans l'ODD, ça correspond à la réduction de la pauvreté chez nous et en même temps à améliorer l'assainissement. Et ça c'est quelque chose qui s'intègre dans la vision internationale du monde, enfin de la façon dont le monde évolue. Ça resitue un peu des fois le discours. C'est assez intéressant pour ça. Merci, Jean. On a la question de Guylaine dans le chat qui voudrait connaître les relations avec les autres communes et l'agglo.
Ben, en fait, là, c'est vraiment un projet de la commune. Et d'ailleurs, je crois que la commune d'à côté s'y est mis. Voilà, l'aspect métropole maintenant. En fait, c'est que l'office de HLM est mutualisé, et donc il est métropolitain. Euh, donc, c'est fait un office assez gros, un peu, donc pas très facile à gérer parce que, voilà, puis c'était pas forcément leur première problématique. C'est la première fois qu'ils faisaient du financement participatif, c'était la première fois qu'ils contractualisaient financièrement avec une commune autre qu'en construisant des choses. Donc, il y a eu beaucoup de nouveautés pour eux aussi. Mais maintenant, ils sont au point. Et nous, on a beaucoup progressé au niveau de la commune aussi. Je sais pas si ça répond à la question. Donc, voilà, c'est-à-dire que la commune ne va pas devenir productrice d'électricité. On préfère que ce soit un opérateur extérieur. Et sinon, ce que je peux rajouter, c'est l'étape d'après, ce serait plutôt de travailler avec les citoyens de la ville qui ont déjà des panneaux sur leur toit et de voir comment on peut recollectiviser cette électricité justement dans ce dispositif réglementaire pour que les creux des uns alimentent les pics de consommation des autres. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça répond à la question. Merci Jean. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Je ne vois pas non plus d'autres mains levées. Donc merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Je vais laisser la parole donc à Bettina peut-être attends, on a une autre question. Peut-être très brièvement, donc qu'est-ce que tu retires de cette expérience brièvement avant que je laisse ensuite Ouais. Moi, j'ai déjà été dans des forums comme ça, puisque j'étais à des COP. Moi, c'est surtout les échanges avec les autres participants et les participants d'autres pays, en fait. C'est ça qui est le plus intéressant, de voir. C'est une communauté, donc de voir un peu qui est plutôt bienveillante par rapport à son propre sujet, mais de voir un peu comment, par exemple, on a vu le maire de Braga au Portugal, comment lui gère ces questions de développement durable ou de pays francophones aussi. Il y avait un atelier qui était fait par l'organisation de la francophonie, qui est pas mal de pays francophones, donc qui expliquait leurs difficultés. Et donc c'était un point intéressant. Voilà. Donc c'est surtout sur je dirais pas, c'est pas la somme de cartes de visite, mais la somme d'expériences locales qui donne des bonnes idées, quoi. Après, c'est fatigant, hein. Merci Jean. On va te laisser te reposer du coup. Merci beaucoup encore une fois pour ton témoignage. Et Bettina, je te laisse conclure et nous faire part des perspectives selon toi après ce forum 2023. D'abord, merci à tous. Voilà, je remets ma caméra. Merci à tous, c'était très intéressant. Moi, nous sommes en train de préparer le rapport sur les nouveaux modèles du comité 21 et j'avoue que ce qui vient d'être présenté par Jean me paraît être un nouveau modèle au niveau de production d'électricité qui est tout à fait intéressant. Alors, sur le forum, moi, à vous entendre et à écouter un certain nombre de choses, enfin, écouter, non, parce que la première réflexion que je voudrais faire, c'est le silence des médias absolument total ou quasiment total sur ce sommet. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs des grands sommets avec des sujets multiples. Autant le climat maintenant fait la une, etc., autant celui-là, alors, n'a pas été beaucoup relaté, tant s'en faut, alors que la France était en pointe, puisqu'il y avait cette revue française
Et là, c'est une déception parce que ça donne, et vous l'avez bien montré, quand même un baromètre de l'état du monde tout à fait intéressant. Alors évidemment, c'était le 14 juillet, c'était le remaniement, c'était tout ce qu'on veut. Mais enfin, c'est une première observation que je voudrais faire, d'autant que la communication du ministère était très bien organisée, comme Laurine l'a souligné, et qu'on pouvait très bien suivre les événements. Alors, la seconde chose, c'est finalement, on tourne autour d'une question qui est, est-ce que l'agenda 21, est-ce que les objectifs de développement durable ont encore une utilité tellement les sujets se spécialisent? Alors, pour nous qui avons choisi de suivre ces ODD depuis le départ, la réponse est encore oui, parce que ce qui est un des paradoxes de ce sommet, c'est que on a découvert, et d'ailleurs le papier que je vous avais lu au début le dit, l'interdépendance totale, non pas qu'on l'a découvert, nous par exemple au comité 21, l'interdépendance, on en parle depuis presque 30 ans, mais on a souligné l'interdépendance avec en particulier évidemment la crise du Covid, des crises, des multi-crises interdépendantes, et en même temps, le sommet qui en parle de cette interdépendance n'est pas un sommet qui est regardé par la presse, en tout cas la presse française. Donc ça, c'est vraiment un paradoxe. La seconde chose que je voudrais souligner, moi, dans cette affaire, c'est que les ODD, ça a été quand même fait au départ, pour les pays en développement. Et puis, en fait, le fait que ça soit un agenda universel avait un peu énervé les pays en développement, d'où l'ODD 17 avec toutes ces cibles de développement. Et finalement, on est devant une situation où les inégalités s'accroissent. Donc, en fait, il y a quand même là aussi un deuxième paradoxe, c'est sur les constats sévères et assez catastrophiques qu'avoue l'ONU, avec d'ailleurs une grande force. On ne peut pas dire que le secrétaire général de l'ONU a la langue dans sa poche. Et en même temps, le fait que, d'après ce que Laurine nous a dit, et d'après les conclusions, le communiqué de conclusion du sommet, finalement, le message porté, c'est il y a encore de l'espoir, on peut y arriver dans le second round des objectifs de développement durable. Ce qui, entre vous et moi, n'est quand même pas sûr. Bon, mais enfin, c'est un message d'espoir que donne l'ONU. Alors, est-ce un paradoxe? Non, au niveau purement institutionnel, parce qu'il faut bien voir que ce forum se place dans une série d'événements absolument cruciaux pour l'ONU, puisqu'il va se terminer par le 21 et 23 septembre 2024, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, sur ce qu'on appelle le sommet de l'avenir. D'ici là, vous avez un certain nombre d'étapes et je crois qu'il faut replacer le forum, le HPLF, dans ces étapes. Nous en avons eu une première qui a été le sommet de Paris. Alors, le sommet de Paris a été pour certains relativement décevant puisqu'il n'a jamais confirmé que 100 milliards de DTS alors qu'on en attendait plus. Il a confirmé qu'il y aurait à la fin de 2023 les 100 milliards pour le climat, c'est-à-dire 4 ans plus tard que ça ne devait arriver. Il a certes finalement mis sur la table 200 milliards de prêts de plus avec ce qu'on appelle l'agenda de Paris, peuples et planètes, et il a surtout, et ça, à mon avis, c'est la chose la plus intéressante qu'il ait faite, c'est il a inventé une clause de suspension du remboursement de la dette en cas de catastrophe très importante. Et on voit bien que la notion de catastrophe exceptionnelle arrive dans l'agenda, dans les grands agendas financiers mondiaux. Et finalement, tout ce que nous dit le HPLF, c'est que, et c'est pour ça que
il insiste sur le Covid, même si je suis entièrement d'accord avec la réflexion de Jean que c'est un peu une excuse pour les États. Mais il nous dit, voilà, quand il y a des catastrophes, on ne peut pas faire les choses comme d'habitude. Sauf que, et je crois que nous l'avions dit, nous, au comité 21, dans une note précédente, il va y avoir toujours des catastrophes. Donc, il va falloir beaucoup plus introduire la notion de catastrophe, en l'occurrence, dans les agendas, entre guillemets, normaux. Bon, et ça, c'est, je crois, quelque chose qui doit être au cœur de la réflexion et qui devrait être au cœur du sommet des ODD. Alors, en septembre 2023, vous avez beaucoup de rendez-vous. Vous avez le sommet africain sur l'action climatique à Nairobi, ça c'est le 4 et le 6. Vous avez en même temps le sommet Finance en commun qui est à Carthagène. Vous avez 9 et 10 septembre, évidemment à New Delhi, le G20. Immédiatement après, 18 et 19 septembre, vous avez le sommet sur les ODD. Et après, on passe en octobre avec les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, qui d'ailleurs se tiennent à Marrakech cette année. Et vous avez le Forum de Paris, le 10 novembre, et vous avez du 30 novembre la COP 28. Bon, ensuite, ça continue. Donc, en 24, bien entendu. En avril 24, vous avez le Forum des Nations Unies sur le financement et du développement. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et d'ailleurs qui s'était tenu avant le sommet de Paris en 2023. Et vous avez le 22 et 23 septembre, juste après le G20 qui se tiendra en juillet, le sommet de l'avenir. Donc, vous voyez que l'ONU ne peut absolument pas, en l'occurrence, dire qu'il n'y a pas d'espoir, tout simplement parce qu'elle va nous proposer un sommet de l'avenir qui est, j'en parlais de gouvernance, qui est un sommet de réforme institutionnelle. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a une sorte de triangle, en fait. Vous avez ODD Agenda 2030, vous avez l'autre partie du triangle qui est le financement, et la troisième partie du triangle qui est ce que tu appelais, Jean, gouvernance, c'est-à-dire en fait les aspects, en l'occurrence, institutionnels. Donc en fait, il faut lire ce HPLF comme le premier événement d'une séquence extrêmement importante qui se passe dans les pires conditions, puisque nous avons la guerre en Ukraine, nous allons avoir une aggravation des problèmes alimentaires avec la fermeture de la mer Noire, c'est certain. Nous avons quand même beaucoup de conflits en Afrique. Nous avons une déstabilisation de l'Irak depuis quelques jours. Encore faut-il d'ailleurs penser qu'elle fut un jour stabilisée, mais enfin c'est autre chose. Et en l'occurrence, vous allez être en pleine campagne électorale en 2024 des États-Unis. Donc, c'est une séquence extrêmement importante. Et ce coup d'envoi ne pouvait, malgré un constat négatif, ne pouvait que se terminer par un peu d'espoir. Alors, comment nourrir cet espoir? Moi, je vous propose 3 pistes. Je trouve extrêmement intéressant, c'est pour ça que nous avons invité Jean, le fait que nous devons approfondir les partenariats et les innovations territoriales. Et je trouve qu'on devrait renforcer les innovations territoriales entre les pays. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je trouve qu'on devrait finalement beaucoup plus relier les séquences spécialisées comme les séquences COP28 climatiques aux objectifs de développement durable. Et ça, c'est vraiment le multilatéralisme, là, ne fait peut-être pas assez son œuvre parce qu'il y a une séquence ODD, puis après on repasse à la spécialisation. Ça me paraît tout à fait important. Et troisièmement, il est absolument évident que les financements sont quand même clés et la réforme du système financier international
avec une architecture des financements beaucoup plus liée à notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux catastrophes, qu'on ne pourra pas éviter, me semble tout à fait importante à affiner. Et ce premier signe d'introduire des catastrophes dans les paiements de la dette devrait être suivi de beaucoup d'autres. Alors, je ne sais pas si Frédéric veut donner le mot de la fin. Peut-être, moi, je crois savoir, mais c'est peut-être mieux que ce soit elle qui le dise, que nous allons publier une note sur les objectifs de développement durable et puis une grande note internationale à la rentrée, juste à la veille de l'Assemblée générale pour dire ce que le comité 21 modestement pense un peu de l'état du monde. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Bettina, merci beaucoup à tous. C'était voilà, un point d'actu, d'éclairage sur ce moment fort du suivi de l'évaluation de cet agenda 2030. Effectivement, Bettina l'a dit, ça s'inscrit dans une perspective bien plus large et le comité 21 va continuer à œuvrer et à éclairer les enjeux. Donc, effectivement, une note sera publiée rassemblant un peu les conclusions de ce forum politique de haut niveau, le décryptage qu'on en fait avec une mise en perspective par rapport au sommet des ODD là, qui se tient en septembre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, rendez-vous en septembre pour ça. Rendez-vous aussi en septembre pour notre parcours Agenda 2030 local. Le comité 21 continue à travailler sur ce sujet-là, à comment embarquer en fait un certain nombre d'acteurs. Comme l'a dit Jean, l'enjeu de la force en fait de cet agenda et de s'appliquer aussi bien aux États qu'aux collectivités et créer un peu du commun dans ce monde qui en a bien besoin. Donc, rendez-vous le 26 septembre pour le lancement de notre première étape du parcours Agenda 2030 local. On a aussi sur le feu la réactualisation de nos outils en fait pour outiller les collectivités à œuvrer dans le sens de cet agenda 2030 et l'appropriation des ODD. On vous tiendra au courant régulièrement. Ce que je peux vous dire, puisqu'on a déjà dépassé l'heure, c'est pour ceux qui ne le sont pas déjà, de vous inscrire à notre newsletter qui vous tiendra au courant de nos activités, de nos actualités. Et je voulais remercier voilà, particulièrement Jean et Laurine qui voilà, reviennent ou sont encore à New York, donc dans des conditions voilà, de décalage horaire pas évidentes. On tenait à faire ce décryptage relativement à chaud pour rester un peu dans l'actualité de ce forum un peu particulier, puisqu'il contenait, comme on l'a dit, cette revue nationale volontaire française. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout. On espère que ça a permis de voilà, vous éclairer et de comprendre un peu où on en est. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon été et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.